d'être présent pour ce conseil municipal du 23 novembre. Donc avant de commencer, nous avons une nouvelle conseillère municipale autour de la table. Donc je vais demander à Pauline Rossignol juste de se présenter en 2 mots. Bonjour, moi c'est Pauline Rossignol, originaire de Rabastens. J'ai 27 ans, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable basé à Toulouse. Et voilà. Je suis très contente de rejoindre le conseil municipal. Tu nous le diras après le conseil municipal. Donc, je vais faire la liste des présents. Donc, le secrétaire de séance sera Christian Laroche. Je fais ma liste de présence. Donc, Nicolas Géraud, présent. Serge Garrigue, présent. Françoise Bourdet, présent. Alain de Carrière, présent. Marie-Hélène Malric, présente. Ludivine Payat, présente. Jean-Claude Mouisset, présent. Jean-Paul Ruffio, présent. Evelyne Soyez, présent. Laurent Pellissier, présent. Christian Laroche, présent. Dominique Bras, présent. Leïla Bouslama Legrand, présent. Kevin Collomb, présent. Aurore Matignon, présente. Anaïs Léwizik Janssen, présente. Manuel Malbec, présent. Pauline Rossignol, présente. Jean-Guy Leclerc, il est excusé et il a donné la procuration à Alain Brest. Isabelle Cadel, présente. Anne Decker-David, présente. Stéphane Ruzinski, présent. Paul Bozo, présent. Montserrat Rey est excusée, elle a donné sa procuration à Paul Bozo. Marie-Pierre Robert, donc elle est absente, non excusée. Anne Barnes, Alain Brest, présent. Patrick Guénaud, présent. Sandrine Madescler, présente. Très bien, donc je constate que nous avons le quorum, donc nous pouvons tenir le conseil municipal. Le premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal du 28/9/2023. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite faire une remarque par rapport au procès-verbal? Pas de questions? Pas de questions. Donc, je propose de passer au vote. Qui s'abstient? Oui. Moi, je ne le vote pas. D'accord. Donc, on n'était pas au conseil. Donc, je note. Attends. Moi, je m'abstiens parce que j'étais pas là. J'étais excusée, je rappelle. Mais non, on est d'accord, oui, mais on est d'accord. Donc, vous ne votez pas. Ok, très bien. Donc, je prends les noms. Donc, Stéphane Ruzinski, Anne Barnes, Paul Bozo, Alain Brest et Montserrat Rey. Donc, Alain Brest et Jean-Guy Leclerc. Patrick Guénaud, Isabelle Cadel. Non, moi je ne vote pas contre. J'ai dit abstention, c'est noté. Abstention. D'accord, c'est noté. Et Anne de Kerdavi. Voilà. Donc, qui vote contre? Donc, le procès-verbal du dernier conseil municipal est approuvé. Le premier point à l'ordre du jour, il s'agit de la décision modificative 1 du budget prévisionnel 2023 qui concerne ouverture de crédit. Alors cette ouverture de crédit est un peu particulière parce que c'est ce que l'on appelle une opération pour le compte d'un tiers, puisqu'on fait des travaux et ces travaux, on se substitue à une personne pour faire ces travaux. Donc en fait, ces travaux sont inscrits, donc c'est une nouvelle opération qu'on inscrit au budget, qui est de l'ordre de 11 000 €. Donc cette opération concerne le péril imminent qui est... c'est la maison qui fait l'angle impasse de la Castagne, hein, où il y a
où il y a la pizzeria. L'objectif, c'est que cette maison puisse se vendre, et pour qu'elle puisse se vendre, il faut qu'elle soit hors d'eau. Donc sur les 11 000 €, il y a, je vais vous dire exactement combien est-ce que j'ai... Ouais. Il y a mettre une bâche provisoire au-dessus du toit, c'est 3 180 €. Évacuation des gravats, parce que comme l'incendie a pris dans l'escalier, l'escalier s'est effondré et les gravats sont en bas, il y en a pour 4 462 € parce qu'il faut trier les gravats. Et puis la mise en place d'un échafaudage pour permettre, je dirais, d'accéder aux différents niveaux pour pouvoir accéder donc ça. Voilà. Donc ça fait une inscription de l'ordre de 11 000 €, sachant que ces 11 000 €, on va lancer un mandat auprès de la SCI à qui appartient ce bâtiment pour pouvoir récupérer l'argent, ces sommes-là, et cette récupération se feront ultérieurement. Je vais quand même vous dire pourquoi on se préoccupe de cette maison-là, parce qu'on ne souhaite pas avoir une nouvelle rue des Abreuvoirs, c'est-à-dire avec une impasse qui soit fermée, avec une maison en ruine, au cœur même du site patrimonial exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'on fait cette opération, sachant qu'une fois que le bâtiment sera vendu et que la SCI aura récupéré de certaines sommes, on viendra, je dirais, en négociation avec eux pour le remboursement de l'ensemble des sommes qu'on a consacrées à ce bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Lors d'une commission, il y a quelques mois, là, vous aviez dit que vous aviez déjà fait une intervention sur ce bâtiment. Oui, c'est vrai. Et vous avez payé déjà. Oui, on a payé, oui. Pour un montant de combien? Parce que ça, on n'en avait jamais parlé. Si, pour un montant de 26 000 €. Déjà? Oui. De nouveau 11 000. Oui, oui. C'est bien ce que j'explique. C'est-à-dire que pourquoi on s'est engagé? On s'est engagé dans ce processus-là, parce que péril imminent, on a été obligé de fermer l'impasse de la Castagne. Donc c'est-à-dire que c'est plus d'accès à l'école Puy-Ségur. Ces travaux-là étaient des travaux qui étaient compliqués parce que les murs commençaient à tomber. Donc il y avait des précautions particulières à prendre. Il y a des bâches qui ont été mises sur le toit. Au bout de 2 ans, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est pérenne, à moins de refaire le toit. Donc nous, on est en processus aujourd'hui de vente, sachant qu'on a passé une convention qui est délibérée en conseil municipal avec le PFO, l'établissement public foncier Occitanie, à qui on mandate pour pouvoir acheter cette maison-là, pour derrière qu'un opérateur puisse faire des logements sociaux dans ce logement, dans ce bâtiment. Alors, on a utilisé cette stratégie pour dire on ne veut pas que demain on ait une ruine en centre-ville. Donc c'est un moyen. D'autant que la précédente municipalité, Paul, tu as déjà investi pour dératiser donc, des sommes aussi importantes suite à l'incendie. Donc c'est une continuité par rapport à la préservation de ce bâtiment. Donc des sommes ont déjà été engagées suite au sinistre pour préserver ce bâtiment. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que même si le bâtiment se vend, c'est pas du tout sûr que vous rentriez dans vos fonds. Mais on est... Il y a des priorités. Mais oui, il y a des priorités. Et alors, quelle est ta solution? Non. Dis-moi quelle est ta solution. La solution est bonne de protéger, c'est sûr, je ne peux pas faire autrement, mais c'est un piège. C'est un piège qui Ben, juste, non, vas-y. Surtout que là, le risque, c'est qu'il y a quand même des collèges, oui, il y a des maisons à côté. Donc c'est une rue qui est quand même passante. Par rapport à la rue des Abreuvoirs, par rapport à la rue des Abreuvoirs, effectivement, il n'y a quand même pas de maison, mais sauf à côté. Et là, le risque, c'est que si ça s'effondre, Il y a quand même l'église de des maisons à côté, il y a un risque. Enfin voilà, ça a été une stratégie qu'on a mis en place parce qu'on ne veut pas qu'on ait une ruine en centre-ville. Parce que si on ne fait rien, ça va devenir une ruine, on va fermer l'impasse
Et en plus, il ne sera pas vendu, l'immeuble. Donc voilà. Et donc on espère que la vente se réalise. Et dans la vente, il y a aussi l'achat du fonds de commerce de la pizzeria. Donc, oui, Alain, vas-y. Vous avez pris un arrêté de péril. Oui. Vous l'avez pris il y a un certain temps. Oui, bien sûr. D'accord. Avant les travaux dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Bien évidemment, puisqu'on a été obligé de fermer la maison, la maison l'impasse du fait de... Voilà. Donc c'est une date d'un certain temps. On a mis des hypothèques sur la maison. Pardon? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que l'arrêté qui était péril était de novembre 2020. Tu vois qu'il a écrit. Tu l'avais fait signer. Donc, ok. Donc, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, le premier point à l'ordre du jour est adopté. Donc le deuxième point, c'est admission en non-valeur sur le budget principal. Jean-Claude. D'accord. Bon, bonsoir à tout le monde. Donc, il s'agit donc de mettre en non-valeur deux listes donc, qui ont été présentées par le service de gestion comptable de Gaillard. Une pour un montant de 889,11 € et une seconde donc pour un montant de 2115 €. Donc, la première liste donc, remonte à 2012-2013. Donc, lors de la dernière commission sur finance, dont le sujet a été abordé, de se demander pour quelle raison, c'est du guide, donc c'est la question, de dire pour quelle raison donc, cette facturation, cette liste est encore finie. Donc, nous sommes renseignés sur la comptabilité. Donc, effectivement, donc, tout est en ordre. Cette liste vient de 3 lettres là, voilà. Donc il s'agit de passer à mettre un nom de valeur, ces deux listes ci-dessus qui sont fournies par le comptable public. Quels sont ça correspond à quoi? Quel est le type d'admission en non-valeur que l'on prend? La première donc, pour un montant donc, de 889 €, donc il s'agit de cantine et de garderie. Et c'est étalé sur 2 ans, donc 2012 et 2013. Et le reste, je pense que c'est de l'assainissement. Et la seconde, effectivement, ce sont celles de 2050 €, ce sont les résultats d'assainissement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas de questions. Ok, ben, écoutez-moi, s'il n'y a pas de questions, est-ce que tu veux dire quelque chose sur les impayés ou pas? Alors, donc, comme on avait prévu lors de la commission, donc, nous-mêmes, chez le comptable municipal, donc, nous tenons en relation donc, avec le centre de Gaillard, de gestion, par l'intermédiaire de l'application Helios. Et donc, il est annoté aujourd'hui, donc ça s'est arrêté à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire au 23 novembre 2023. Donc, actuellement, donc, nous avons, en termes de personnes physiques, 27 personnes sur une durée donc, de 11 ans, qui sont concernés donc, par un possible couvrement, etc., possible intervention du service. Là-dessus, donc, je fais le ratio, ça représente à peu près moins de 3 personnes par an qui sont mises en cette situation-là, sachant que le seuil d'intervention est fixé à 15 €, ça nous ramène le quota à 24. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui ne seront jamais embêtées parce que leur tête ne dépasse pas les 15 €. Voilà. Sur ces personnes-là, certaines sont décédées, d'autres ne résident plus sur la commune. Donc, et le dû moyen, ça va de 0,16 centimes d'euros pour une personne jusqu'à 346 € pour celle qui doit le plus. Donc, bon. Alors, juste pour dire, depuis 2020, donc, nous n'avons ni la compétence scolaire, ni la compétence assainissement, ni la compétence eau.
Donc les gens, je dirais que les impayés, ça concerne essentiellement des gens qui occupent le domaine public et des entreprises à qui on a fait des mandats et qui doivent nous rembourser un certain nombre de sommes. C'est-à-dire que depuis 2020, on n'a aucun citoyen, puisqu'on ne gère plus du tout, je dirais, on n'encaisse plus du tout des sommes venant directement des citoyens, sauf pour l'école de musique. Concernant les commerces dont tu parles, généralement, j'ai consulté la liste aussi que nous fournit Génpo, ils ont du retard, mais ils payent. Certains peuvent avoir jusqu'à 12 voire 13 mois de retard dans le paiement, mais généralement, c'est rien. Donc là, il y a du retard, mais il n'y a pas... voilà, Plus, on est en train de régulariser des sommes avec la communauté d'agglomération qui datent de 2017. Ils sont élevés. Et qui sont élevés, puisqu'il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, c'est des choses qui seront étalées sur plusieurs années. C'était les flux financiers entre la commune et la communauté d'agglomération qu'on régularise. Ce ne sont pas des impayés. Pas des impayés, ça. Oui, Non, quand on dit impayé, ça rentre dans la liste de ce que l'on doit. Mais on n'est pas poursuivi par le Trésor, là. Pardon ? Parce que là, on n'est pas poursuivi par le Trésor. Parce que là, quand tu parles, si je vois payer carence, etc., ce sont des poursuites, c'est des actes extrajudiciaires. Donc c'est le Trésor. Ça n'a rien à voir avec ce que on est d'accord, mais ça fait pas. Quand on a une comptabilité, c'est important de savoir qu'est-ce qui n'a pas été payé et qui est en positif dans sa comptabilité. C'est quelque chose d'important. Voilà. Bon, étant donné qu'il n'y a plus de questions, moi je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc cette délibération est adoptée. Donc le troisième point, c'est c'est subvention exceptionnelle au secours populaire. Donc, comme c'est écrit là, dans le secours populaire, on sollicite une subvention donc, du fait qu'ils organisent deux actions, c'est-à-dire un réveillon solidaire, qui prend environ 100 personnes, plus un colis de fin d'année destiné aux familles, qui sont répertoriés au secours populaire, pour un nombre d'environ 70, pour faire des achats, des cadeaux, tout ça de fin d'année. Donc, suite donc, au courrier qui a été fait par M. le maire en mai, je crois, dernier, concernant, donc, adressé au secours populaire, précisant que une subvention donc, avait été accordée au secours populaire au cours des armes, mais qu'elle avait peut-être pas été, comme l'attendait le secours populaire, qu'il pouvait, donc, au fil de l'eau, entre parenthèses, suivant les situations, suivant les besoins, faire une demande de subvention exceptionnelle. Auprès de la mairie. Donc, ils ont fait ce courrier et donc le maire, suite donc à la commission que nous avons reçue sur ce finance, se propose donc d'attribuer une subvention exceptionnelle donc, pour ces deux manifestations de 1 000 euros. Pas de question? C'est pas vraiment une question, c'est une interrogation. Déjà, je voudrais remercier M. le maire, effectivement, de tenir ses engagements vis-à-vis du secours populaire. Moi, ce que je regrette un petit peu, je fais partie de la commission CCS, avec bon nombre de membres de la commission dans le conseil. Nous avons abordé ce sujet en commission CCS sans qu'on nous fasse part de cette demande vis-à-vis du maire. Je suis un peu surprise. On aurait pu au moins nous informer qu'on allait faire une demande supplémentaire, en sachant que la subvention qu'ils ont obtenue émane uniquement du CCS et de la commission CCS, du vote des 22 membres et de la trésorerie du CCS. Je ne comprends pas pourquoi un des membres présents à la commission ne nous en a pas fait part la dernière fois. Je crois que c'est le mois dernier. Je vais terminer, et après tu me diras, parce que je suis en commission quand même, ou alors j'ai pas tout bien compris, Françoise me contredira peut-être. Et effectivement, on a fait part des paniers repas, mais à aucun moment on nous a dit qu'effectivement il faudrait une rallonge. On n'en a absolument pas abordé le sujet. Je regrette juste que les membres du Secours populaire ne nous aient pas envoyé un mail aux 22 membres en nous disant voilà, on va faire appel à M. le maire pour une rallonge, parce que je pense que peut-être qu'on aurait pu aussi impacter sur cette subvention.
Voilà. Oui, C'était juste c'est-à-dire ma que remarque. C'est le budget principal de la commune qui paye cette subvention-là. Je pense que le budget du secours CCAS, populaire aurait pu nous en parler en commission CCS, tout bêtement. Donc, Parce que le secours populaire remercie monsieur le maire, des 3 000 € de subvention, mais c'est pas monsieur le maire qu'elle doit remercier, c'est la commission CCS. Ça sort quand même de notre trésorerie. Je me trompe, François? Donc après, voilà, j'aurais juste aimé s'informer comme les 20 autres membres de la commission quand même. C'est tout. Voilà. Non, mais écoute-moi, Oui. il y a deux choses. Il y a les subventions qui sont données par la mairie et les subventions qui sont données par le CCAS. Les 3 000 €, on t'a remercié toi personnellement de l'octroi de cette subvention, mais je pense qu'on aurait pu remercier surtout le CCS. C'est tout ce que je te dis. Bon, C'est pas enfin bon. C'est quand même comme ça que ça se passe. Ce Ça se n'est passe pas comme sorti ça. de ta caisse, c'est sorti de la mienne. Juste Voilà. le CCAS, Oui. c'est le budget principal de la mairie qui abonde le CCAS. Voilà. Mais je sais, tu as raison là-dessus. Et je pense qu'il faut juste remettre les choses en ordre. Et que là, on voit quand même une représentante du secours populaire qui n'est pas la moindre quand même, qui est toujours à ma droite, elle nous en a jamais fait part. Je suis juste surprise qu'elle ne nous ait pas juste fait un petit mail en disant voilà, on a besoin. Je pense qu'il y a confusion, Sandrine, c'est que là, il n'est pas demandé une rallonge, c'est qu'il est proposé au conseil municipal d'accepter cette possibilité. J'ai très bien compris, Ludivine, Bon, mais je pense que par décence de au moins des 22 membres. Mais ça a été annoncé au précédent conseil, si je ne me trompe, ou celui Ah bon oui, ça a été indiqué que... Qu'éventuellement, il y aurait des rallonges. Voilà, mais je ne te dis pas le contraire, c'est pas la question. Mais je pense que la représentante du secours populaire aurait pu juste nous en informer. Mais c'est pas elle qui décide, je crois qu'il y a confusion. C'est pas ce que nous décidons aujourd'hui, c'est que le conseil municipal donne la possibilité de... Donc moi j'ai un peu l'impression que les membres du CCS sont un peu dans la farce là. On est averti de rien, hormis de voter une subvention, et je ne suis pas contre l'octroi. Juste de nous informer, ça aurait été quand même de bonne loi. C'est tout. Moi je l'ai appris en conseil. C'est quand même dommage quand même. On se voit une fois par mois. Il est fait état là, on va dire, d'un défaut d'information. Oui, voilà, c'est tout. C'est pas le seul exemple, il y en aurait plusieurs. Je crois que le plus important, c'est la proposition qui est faite de subvention. Donc c'est vrai qu'au niveau du CCAS, j'en suis membre comme vous. Donc c'est vrai qu'au niveau du CCAS, peut-être que la personne aurait dû, mais ça me paraît moins important que l'action qui est proposée ce soir et qui correspond, on en a parlé des CCAS en début d'année, qui correspond à des besoins forts, et on s'attendait tous à ce qu'il y ait des rallonges, on l'avait indiqué, et peut-être même que l'année prochaine, ça sera... Mais monsieur Brest, je suis entièrement d'accord sur le fond, sauf que nous aussi on a une trésorerie au CCS, elle aurait au moins émis effectivement qu'il y en avait besoin, on aurait peut-être pu participer à hauteur de 500 € par exemple. Mais en n'en parlant pas, on ne peut pas savoir. C'est juste ça, le manque d'information, il est là, c'est tout. On a un peu d'argent quand même au CCS. Ça a évité que ce soit monsieur le maire qui sorte, c'est tout. Je propose... Mais on a... Oui. Anne, allez-y. C'est juste pour dire que je ne participe pas à ces votes pour des raisons. Je ne suis plus secrétaire général, mais Très bien. je fais partie du... Moi, je propose que l'on passe au vote. Donc, qui s'abstient, qui vote contre. Donc, le point 3 à l'ordre du jour est voté. Donc, on va passer au point sur les ressources humaines. On a deux délibérations sur les ressources humaines. Serge, c'est à toi. Donc la première délibération concerne une modification de délibération que l'on avait votée au mois de mai 2022 qui permettait effectivement la titularisation d'un agent du service infrastructure. Donc cet agent effectivement est rentré dans une phase de stagiarisation pendant une année. Et au bout de cette année, après un échange avec lui, on a considéré qu'effectivement, il fallait qu'il réajuste certaines manières d'agir et de faire. Donc on a prorogé sa stagiarisation d'un an de plus. Donc voilà, il se trouve que cet agent a décidé de son propre initiative de ne pas vouloir continuer à travailler avec nous, donc il a démissionné de la collectivité. Donc ce poste qui était ouvert effectivement pour
accueillir un titulaire, aujourd'hui, va être reproposé pour accueillir un titulaire, mais pourrait être aussi reproposé pour accueillir un contractuel. Donc juste la modification porte sur ça, mais pas, on ne change pas sur c'est la possibilité d'ouvrir la candidature à des agents titulaires qui solliciteraient cet emploi, ou éventuellement des contractuels qui, pour le coup, se manifesteraient pour venir prendre cet emploi-là. Voilà. C'est juste une modification de dimension de ce poste. Oui. Juste une question. Vous avez inscrit les crédits qui étaient certainement déjà, puisque vous aviez un emploi. Les crédits que vous mettez pour cet emploi, ce sont, ça représente le salaire du fonctionnaire, ou vous avez tenu compte de l'éventuel écart entre le salaire d'un fonctionnaire et le salaire d'un contractuel. Il est d'usage, bien souvent, pour un contractuel, de les rémunérer entre 15 à 30% au-dessus d'un fonctionnaire pour avoir un contractuel. Donc est-ce que vous avez mis vraiment les crédits nécessaires par rapport à cette délibération, en imaginant que ça pourrait être un contractuel? Alors, une chose est ça, pour l'instant, la personne est partie, le poste n'est pas, je dirais, pourvu, donc sur le bilan 2023, il sera certainement recruté qu'en 2024, donc jusqu'à la fin de l'année, je dirais c'est plutôt un gain puisqu'on avait quelqu'un qui est ça, mais en fait, je ne pense pas que un CDD a 15% de plus que... On ne parle pas d'un CDD, on parle d'un emploi contractuel. C'est-à-dire, en gros, si on a un profil, moi je le lis comme ça, mais je me trompe peut-être, oui. Si on a un profil, effectivement, d'un salarié du privé qui correspond au poste que l'on a ouvert, en emploi contractuel, ça veut dire qu'on lui fait un CDI, après effectivement l'avoir testé, et à ce moment-là, c'est un emploi qui coûte bien souvent plus cher qu'un emploi de fonctionnaire. Non, mais on n'est pas dans cette CDD, faut pas parler de c'est ça, on n'est pas dans cette logique, ça sera, on prendra un CDD, et s'il donne satisfaction au bout de 2 ans, on stagérise, donc il a après 1 an de stagérisation, et ça veut dire que si on embauche quelqu'un, il sera titularisé dans 3 ans, une fois qu'il aura fait son stage. Préciser, un CDD, il est toujours de droit public. Donc généralement, c'est toujours adossé à un grade et à un indice de rémunération. Donc en fait, la rémunération, elle est toujours adossée à l'échelle indiciaire de la grille de rémunération. Donc on n'est pas sur un contrat de droit privé, où là effectivement il y a une rémunération qui peut être plus importante. Là on est sur un CDD de droit public. Donc toujours adossé à une grille de rémunération. C'est la rédaction même, la délibération qui m'a troublé, pas plus que cela. C'est-à-dire qu'on aurait parlé effectivement, comme je vous ai dit, oui, c'est pas contractuel, de droit public. Voilà. Mais comme on parle en plus d'indemnisation de vigueur et tout, bon, c'est juste correction. Bon, c'est bon, ok. On vérifie. Alors, moi je vais proposer de voter la délibération. On va vérifier et on va mettre dans la délibération le terme qui correspond. Alors, est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est un autre? On le regarde. D'accord. Donc, je propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc maintenant, on va passer à la deuxième délibération qui porte modification du tableau des effectifs. Donc là, c'est la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on a des agents qui sont, pour le coup, non pas titulaires, mais contractuels, au sens où ils ont une activité d'agents non titulaires chez nous. Donc ils sont sur des périodes d'engagement qui vont jusqu'à 6 mois, 1 an, que l'on renouvelle en fonction de l'intérêt ou pas, de l'intérêt qu'il apporte et qu'il porte à la collectivité que nous en tirons en même temps. Donc là, nous avons 2 agents qui sont concernés, un pour le service cadre de vie et un autre pour le service infrastructure. Donc ces 2 personnes sont effectivement aujourd'hui bien intégrées dans nos équipes, donc en vous donnant pour leur permettre effectivement maintenant de pouvoir avoir une vie et je dirais, supprimer cette dimension un peu précaire que peut représenter effectivement le fait de simplement être entre guillemets pour le coup aussi contractuel. Donc on propose de les stagériser donc à partir du 1er janvier 2024. Donc on ouvre les postes, comme on l'avait fait donc pour le premier cas, on ouvre les postes à ces 2 agents pour effectivement qu'à terme ils deviennent des agents titulaires de la collectivité.
avec une période d'1 an de stagiarisation, donc à partir du 1er janvier 2024. On parle bien de CDD actuellement, pas de stagiaires. Comment? On va les stagiariser. C'est-à-dire que la masse salariale était déjà prise en compte dans le budget 2023, mais également 2024. C'est-à-dire que ce n'est pas un surcoût. Non, c'est la continuité de ce qui... Non, cette précision est importante. Vous savez qu'on est toujours préoccupé par le fait qu'en 2022, la masse salariale représente plus de 50% des dépenses et qu'on arrive à un niveau de masse salariale qui va entraîner à un moment donné un effet ciseau qui aura des conséquences lourdes pour la commune. Même vous avez jusqu'à présent assuré. Donc, je vous ai entendu. On est d'accord. Quand on fera le budget 2024, on vous expliquera pourquoi on a une masse salariale qui est au-delà de 50%. Et notamment, il y a un des éléments qui existe, qui est le fait que fonctionnement, on diminue notre fonctionnement, mais la masse salariale ne diminue pas, donc le pourcentage de la masse salariale va augmenter du fait que le budget de fonctionnement n'est pas à la même hauteur. Sur le 011, on va faire de l'ordre de 150 000 € c'est pas le bénéfice, mais il restera 150 000 € sur le 011. Sur le 012, on sera de l'ordre de 50 000 €. Donc 011 plus 012. Enfin, le 011, c'est les dépenses, les charges, je dirais, quotidiennes, ça, et le 012, c'est la masse salariale. Donc, un exemple, là, par rapport à ce que l'on a voté au budget prévisionnel sur le 011 et sur le 012, on fait, entre guillemets, et ce n'est pas une économie, mais on a 200 000 € d'excédent qui va basculer dans la capacité d'autofinancement pour l'année 2024. Non, mais ça, on expliquera, je sais, à chaque budget, vous nous... Ça, oui. Sachant qu'il y a eu la revalorisation qui n'était pas prévisible. Nous, on s'inquiète parce qu'on est bien parti pour avoir des revalorisations d'indices, etc. Mais à un moment donné, ce que j'appelle l'effet ciseau, c'est quand on ne maîtrise plus ses dépenses parce que la masse salariale croît plus vite que le reste, et à un moment donné, les ressources qui permettent de financer tout cela sont insuffisantes car elles n'augmentent pas à une proportion. Donc là, il y a un effet mécanique. Moi, j'attire juste attention sur le fait qu'il faut que vous restiez vigilant par rapport à votre... Monsieur Guédon, je pense que moi j'entends avec intérêt ce que vous dites, et effectivement, je pense que même si moi je ne suis pas à la commission de finances, et si effectivement ce n'est pas moi l'argentier de la collectivité, je considère qu'effectivement on regarde précis sur ce volet-là, justement sur cette ligne-là, elle est effectivement relativement importante. Ce regard, cette acuité, elle est vraiment forte. En revanche, dans ce qui vous est proposé là, c'est un peu ce qui reflète un petit peu ce qui est de notre politique en ressources humaines, c'est qu'effectivement, des agents, dès l'instant où ils sont embauchés, s'ils sont embauchés, c'est qu'ils correspondent à un besoin à un moment donné. Donc, ils permettent à un moment donné de satisfaire un certain nombre de besoins, et Dieu sait si ces besoins sont de plus en plus importants au sein de la collectivité, les demandes sont de plus en plus fortes pour satisfaire un certain nombre de services, etc. etc. Donc, dès l'instant où on tombe sur un certain nombre de personnes qui sont capables de répondre à ces attentes-là, bien sûr, à ce qu'on attend d'eux, et qu'ils apportent effectivement à la collectivité tout leur savoir-faire et leurs compétences, mais on n'hésite pas à on ne leur renouvelle pas, on ne les met pas dans une situation de précarité sous forme de contrats renouvelés pendant 4-5 ans, et qu'au bout d'un certain temps, on décide de passer par les phases de stagiarisation. C'est ce qui se passe avec ces gens-là, qui sont pour le coup deux agents aussi qui sont bien intégrés dans la collectivité. Mais en même temps, on prend pas mal de prestations de services, on a des prestataires, ne serait-ce que par exemple pour faire des traits pour décider des parkings, qu'on commence 3 fois parce qu'ils sont trop courts, trop larges, etc., que sais-je, on les met perpendiculaires. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais attention aussi, parce qu'on a les salariés qui sont peut-être capables de faire le travail, on prend des prestataires qui, par ailleurs, restent dans le 011. Attention à ces techniques, et surtout à ce que... C'est la limite du travail en régie. C'est la limite du travail en régie. On se pose toujours la question, aujourd'hui, quand on a un travail à faire, est-ce qu'on le fait en régie ou est-ce qu'on l'externalise? Et ça, c'est important. Et il y a des choses qu'on a externalisées parce que, justement, la régie n'est pas en mesure de faire ses travaux et on ne souhaite pas embaucher. Juste pour dire sur la masse salariale, je pense que dans l'avenir, dans les 5 ans à venir, on a quand même, on aura une bouffée d'oxygène dans la mesure où aujourd'hui, on a un certain nombre d'agents que l'on paye et qui sont en congé maladie, et qui, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là,
Entre nous, ils sont déjà remplacés au sein de ça. Donc, le jour où ces gens-là, on ne les a plus en compte, ce n'est pas pour autant qu'on va embaucher quelqu'un. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on a une masse salariale qui est au-delà des 50%, mais après, on en discutera au moment du budget. Un exemple, on avait fait, pour le ménage, on faisait appel à une société qui ne donnait pas satisfaction. On a embauché 2 personnes, donc qui se trouvent dans la masse salariale, qu'on pourrait externaliser, mais finalement, c'est un sujet qui, globalement, est positif pour la mairie de pouvoir avoir des gens qui font le ménage. Voilà. Et pour les gens qui le font. Pour les gens qui le font aussi. Vas-y, Marie-Hélène. Et pour revenir et rebondir sur ce que vous dites, effectivement, de payer des prestataires en fonctionnement, en fonction de l'article comptable sur lequel on impute, ça ouvre droit au FCTVA. Alors certes, ça représente une charge en fonctionnement, mais en contrepartie, la commune a la possibilité de... Je ne suis pas hostile, c'est que le travail est bien fait la première fois. Comment? Je ne suis pas hostile, c'est que le travail est bien fait la première fois. Oui, j'entends bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça représente une charge de faire appel à un prestataire extérieur, mais en contrepartie, on a ce qu'on ne peut pas avoir en régie, par exemple. Les travaux en régie ne vont pas droit au FCTVA. L'un dans l'autre, c'est vrai que ça peut se calculer. Je prends un autre exemple. L'assainissement, c'est une compétence de la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, tout le travail de proximité, et notamment sur les tranches que l'on fait d'assainissement, où il y a toute une relation avec les citoyens qui doivent se raccorder au réseau, etc. Dans la deuxième tranche, il y a combien 250 personnes qui doivent ça. Tout ça, c'est un travail qui est fait en partie aujourd'hui par la commune, mais en fin d'année, on a des flux financiers qui viennent abonder nos recettes. Donc, effectivement, on a de la masse salariale qui fait un travail pour l'agglo qui nous paye par ailleurs. Donc, ce que je veux dire, il y a des va-et-vient. Donc, juste dire c'est plus de 50%, on est d'accord, mais combien il y a de recettes qui viennent compenser compenser la masse salariale. Mais bon, on peut en discuter, c'est un sujet qui est effectivement important, la masse salariale, pour une collectivité territoriale. Et tous les jours, on se pose des questions, savoir effectivement, et quand on recrute quelqu'un, il passe devant une commission, on voit plusieurs candidats, ça, après quand ils sont stagiairisés, il y a 2 personnes, on les a stagiairisés, le stage c'est 1 an, on peut remettre 1 an de plus, et on l'a fait pour de ça. Donc on essaye au mieux, ça nous prend beaucoup de temps de gérer la masse salariale de la commune, ça fait partie des... Je pense qu'il n'y a plus de questions, donc moi je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc la délibération numéro 4.2 est adoptée. Donc maintenant on va passer à l'urbanisme. Donc Marie-Hélène, c'est à toi. La délibération qui vous est proposée maintenant, donc, c'est la fixation du prix de vente pour les 2 parcelles dont la commune est propriétaire, cadastrées donc AC20 pour une superficie de 9 932 m² et AC21 pour une superficie de 20 430 m² et située à la Brissière. Nous avions reçu donc le 6 mars 2023 l'estimation des domaines qui nous avait fait donc une valeur à 972 000 € avec une marge d'appréciation de 10%, ce qui portait le prix plancher à 870 000 €. Donc ce dossier, ce point a été vu donc, en commission des finances le 16 novembre et on propose de vendre ce terrain à 900 000 €. Voilà, donc pour la totalité, c'est-à-dire les 30 632 m². Et je vous rappelle que la vente, l'objectif de cette vente, c'est pour la réalisation de logements sociaux. Y a-t-il des questions?
juste un point. Le différentiel entre ce que proposaient les domaines, c'est-à-dire 970, 972 et les 900 000 euros, donc ce différentiel de 72 000 euros, c'est quelque chose qui va, je dirais, abonder les pénalités qu'on va payer à partir de 2026. C'est-à-dire que toutes les sommes que va consacrer la commune à des questions de logement social, ça va abaisser, je dirais, les pénalités qu'on va, puisque en 2026, on va payer une première pénalité au minimum 72 000 euros. Donc 2027, 72 000 euros, 2027-28, 72 000 euros. Et sur le triennal suivant, c'est ce qu'on aura fait en question de logements sociaux qui permettra de définir la pénalité. Donc ici, je vais dire comme ça, si on a le minimum de pénalité, la première pénalité est payée avec le différentiel que l'on achète le terrain entre ce que prévoient les domaines et le prix réel auquel on le vend. Comme il n'y a pas de question, je propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, le point suivant, c'est délibération portant... Non. Oui, la délibération est adoptée, on est d'accord. Le deuxième point, c'est la cession des parcelles AC20, AC21. Donc, en ce qui concerne ces deux parcelles, comme il a été mentionné dans le projet de délibération, il y a eu 3 propositions d'aménagement qui ont été présentées en commission d'urbanisme. Sur les 3 propositions, il y a une proposition qui a été écartée rapidement parce qu'elle ne convenait pas. On a rencontré donc en suivant 2 opérateurs en 2022, 23, bon je vais vous passer les dates, vous avez sous les yeux dans la note de synthèse. Après les avoir rencontrés et qui sont venus même présenter leur projet, le projet qui a été retenu, c'est celui de la SAS Amicitia, donc la construction de 75 logements sociaux, 8 lots à bâtir et un bâtiment de service au prix de 900 000 euros, sachant que les frais de bornage et de notaire seront à leur charge. Et point important que je souhaite préciser, le projet donc, qui a été présenté par Amicitia répondait totalement à la commande, à savoir que c'est l'aménagement total de la parcelle. Voilà. Ça, je pense que c'est un point important également à souligner. Et il nous avait fait une première proposition d'achat de mémoire à 874 000, je crois. Hein, je l'ai là, mais c'était à peu près ça. Voilà, donc c'est la proposition, la délibération qui vous est proposée. Juste, j'ajouterai, quand on parle de logements sociaux, il y a effectivement des différences parce qu'on a 3 types différents de logements sociaux en fonction des plafonds. Alors, il y a ce qu'on appelle le PLAI, le PLUS et le PLS. Sachant que le PLS, c'est un peu, entre guillemets, en termes de plafond de revenus, c'est ce qu'il y a de plus haut. Et il est prévu une maison senior de 25 logements qui sont de 25 logements PLS. Voilà, voilà. Donc, on a délibéré tout à l'heure sur le prix. Maintenant, on délibère en me donnant la possibilité d'aller chez le notaire pour faire le sous-seing privé. Voilà. Et donc, je vous propose de passer au vote. Pardon? Oui. Oui. Une question et une remarque. La question, c'est par rapport au choix donc, de l'opérateur, il n'y a pas eu de vote en conseil municipal. Non. C'est un choix. Je ne sais pas si c'est... Non, je pose la question, c'est un choix. Il y a d'autres dossiers où il y a eu des votes en conseil municipal. Là, il n'y a pas eu de vote. On nous a
Il a été indiqué lors d'un conseil précédent, en questions diverses, alors que ce n'était pas à l'ordre du jour, il a été indiqué que le choix de l'opérateur était celui que vous annoncez ce soir. Voilà, c'est une question, donc il n'y a pas eu de vote en conseil municipal, on est bien d'accord. On est bien pour le choix de l'opérateur. Hein. Oui, là on est sur la session et le choix maintenant. Voilà. Puisque Amicitia figure sur la session, sur la délibération de la session. Donc on peut considérer que c'est la session. Voilà. Le choix, il est fait. Le choix, il est fait. Pardon, il faut être clair. Au dernier conseil municipal, vous avez sûrement l'enregistrement, en questions diverses, il a été annoncé que le choix de l'opérateur était celui que vous indiquez ce soir. Voilà. Ça a été annoncé, c'est pas une discussion. Voilà. Donc c'est une remarque. Voilà. Il restait au bilan, il restait 2. Alors je tiens juste à dire que sur cette opération, il y a eu, c'est un dossier qui a fait l'objet de 17 réunions, dont 2 conventions urbaniques, où vous étiez là, et 3 réunions avec le conseil municipal, où on a passé les 2 opérateurs et on a fait deux synthèses. Bien évidemment, après, il y a des choix qui sont faits. Là-dessus, voilà. Vous n'aviez pas fait le choix d'Amicitia. La majorité a fait le choix d'Amicitia parce que ça a été expliqué, d'une part, du fait, je dirais, de la réalisation des objectifs. Hein, juste, je rappelle, hein, par rapport aux objectifs sur le triennal que nous impose la loi SRU, c'est pas la préfecture qui nous l'impose, c'est pas au doigt mouillé, il y a une loi qui s'appelle la loi SRU, d'accord, article 55, qui précise les conditions dans lesquelles, sur les différents triennales, les objectifs. Donc, on était là, c'est-à-dire que Amicitia nous permettait de réaliser 79 logements sociaux. Notre objectif sur le triennal, c'est 79 logements. Le COL nous permettait d'en faire 39. C'est-à-dire qu'il y avait 40 logements de différence. On va pas. On est non, mais on parle de ça. Et d'autre part, non mais voilà, ok. Peut-être que les opérateurs, en fonction de ce qu'on leur demandait, auraient peut-être pu s'adapter, je ne sais pas. Moi, je constate simplement. Non, ça c'est pas. Ce que tu dis, c'est pas vrai. S'adapter, comme je disais tout à l'heure, la commande était claire pour les opérateurs, à savoir l'aménagement complet de la parcelle. Voilà. Donc, il y a un des 2 opérateurs qui ne l'a pas proposé. Et bien qu'on les... Oui, mais à aucun moment, ils sont revenus. C'est le modèle appel d'offres. C'est un appel d'offres. Ils sont revenus, voilà. Il y en a un qui est mauvais. Vous étiez à la présentation qui a été faite. Non, je me demande si vous étiez à la présentation qui a été faite. Marie-Hélène va finir, après tu t'exprimeras, Patrick. Voilà. Donc, à aucun moment, l'opérateur ne nous a dit « Bon, mais je vais réfléchir, je vais revenir vers vous en intégrant les 2000 mètres carrés qu'on ne vous avait pas intégrés. » À aucun moment. En revanche, ils sont revenus sur le prix parce qu'ils nous ont fait 2 offres, une à 300 et l'autre, j'arrondis, une à 300, une à 600. Donc déjà, 600, 700. Donc un opérateur déjà qui nous annonce, ça fait quand même beaucoup, un opérateur qui nous dit sur un projet comme celui-là, je vous fais une offre à 300 et puis finalement, ah mais non, je pense que je m'étais trompé, je vais vous faire 600, sans intégrer l'aménagement complet, on peut se poser des questions aussi. Enfin, je pense que c'est légitime de se poser des questions sur... Cet opérateur a fait des projets ailleurs qui tiennent la route. Voilà. Mais qui sont une demande qui est différente. Ils sont une demande qui est différente. On met pas en place une question complémentaire. Qui a reçu, par rapport à ce cahier des charges, qui a reçu les opérateurs? C'est une commission, c'est le conseil municipal ou c'est 2 personnes? Non, c'est à l'urbanisme et monsieur le maire. D'accord, à 2 personnes. On est d'accord. Un peu plus. Mais attends. Et après, on les a présentés. Oui, après, on les a présentés. Je parle du départ, avec le cahier des charges. Et une remarque que je fais rapidement, par rapport à la loi SRU,
et par rapport aux propos qui ont été tenus, parce que j'ai lu récemment qu'on faisait état par rapport aux logements sociaux et à la réalité des pénalités actuelles qui peuvent concerner la commune, j'ai lu qu'il y avait un effroyable retard sur les logements sociaux à Rabastens. Je tiens à préciser que c'est depuis 2017 et quand la commune de Rabastens est entrée dans l'agglomération, qu'il y a cette obligation. Et je souhaite rappeler que les communes de Gaillac, de Lille et de Rabastens, pour la partie ouest, sont dans ce cas. Par contre, les communes de Lavore et de Saint-Sulpice ne sont pas là-dedans. Voilà. C'est monsieur le maire qui en a fait mention. C'est monsieur le maire qui en a fait mention lors du premier. Non, je parle des propos qui ont été tenus, là, qui sont écrits, où on parle d'un effroyable retard. Je tiens à préciser que de 2008 à 2014, il y a eu 30 logements sociaux qui ont été mis en place sans aucune obligation de la loi et par une action volontaire de la commune. Et qu'entre 2014 et 2020, il y en a eu une dizaine. Tu y étais, Ludivine. Ah, mais j'atteste. Bon, donc c'est c'est depuis 2017 qu'il y a cette obligation et qu'on est dans cette situation. Mais il ne faut pas parler d'effroyable retard. Voilà. Si, parce que 30 logements. Attends. Tu dis 30 logements par rapport au nombre de résidences principales. Il faut qu'on soit à 25%, on doit être de l'ordre à 5% aujourd'hui. Donc c'est un effroyable. Il nous manque aujourd'hui, il nous manque 500 logements qui sont Nicolas, parce que la donne a changé, c'est pour ça, c'est ce qu'il veut dire, monsieur Braz. La donne a changé, effectivement. Non, mais la donne a changé, mais ça ne veut pas dire qu'avant, on a quand même fait beaucoup de logements sociaux. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y avait pas d'obligation, et que si tu regardes la carte nationale qui existe par rapport à la loi SRU et par rapport aux communes qui sont dans les clous et celles qui ne sont pas, tu remarqueras qu'avant ce dispositif, on était sur les taux, on va dire, ordinaires, normaux. Voilà. Donc ce n'est pas un effroyable retard, c'est un dispositif nouveau, et peut-être que lorsque les communes sont entrées dans l'agglomération, elles n'avaient pas mesuré, notamment la commune de Lille, elles n'avaient pas mesuré cette et la commune de Rabastens non plus. On est d'accord. Et Gaillac non plus. Vas-y, Ludivine. Non, je crois que M. Guénon avait levé la main. Oui, je voudrais quand même préciser. Il est vrai que nous avons eu un réel débat sur le choix des deux qui restent à Nice, puisque vous avez accepté que la commission donc les reçoive. Il y a eu une présentation relativement exhaustive de la part des autres. Là, ce qui nous a permis effectivement de faire un tableau comparatif. Je ne peux pas laisser dire, sans faire une petite correction, que l'un des opérateurs n'avait pas effectivement répondu au pied des charges pour la deuxième parcelle. Il s'en est expliqué en disant qu'il ne croyait pas. Il ne croyait pas, il laissait la liberté à la commune de réfléchir un peu, parce que le projet du premier opérateur, c'est vrai que c'est de faire un petit bâtiment pour les personnes âgées et de faire effectivement un autre bâtiment pour faire une supérette, que sais-je. Bon, il y a eu un véritable débat. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a eu ce débat entre nous. J'aurais souhaité, moi, que le Conseil soit beaucoup plus large que ça et que la majorité aussi s'exprime et écoute l'opposition, comme ça a été fait lorsqu'il s'est agi de voter la promotion sur la zone d'activité de l'entrée est de Rabastens. Bon, il n'y a pas eu, il n'y a quasiment pas eu, il n'y a eu personne de la majorité, et on a bien senti que les 2-3 personnes qui étaient là étaient aussi ébranlées. Maintenant, ce que nous ne savions pas, là c'est Radio Aglo, ce que nous ne savions pas, c'est que la décision a été prise bien avant sur Amicita. Donc on nous a fait effectivement un semblant de démocratie en nous invitant à un exposé des deux opérateurs. Bon, donc on l'a très mal ressenti. Au final, après c'est votre choix, vous l'avez toujours dit. Que vous choisissiez Amicita pour faire des logements sociaux, c'est votre choix. Et d'ailleurs, nous voterons cette délibération. Donc, mais on aimerait bien remettre l'église au milieu du village, des fois. Si vous voulez la remettre au milieu du village, peut-être que Radio Aglo, c'est pas forcément le meilleur canal. Oui, c'est pas le meilleur de je suis d'accord. Mais bon, parce que pour avoir souvent entendu, pour avoir souvent entendu Alain dire ce qu'il pense de l'aglo, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure. On va en parler tout à l'heure de l'aglo, puisqu'il y a une question de intercommunalité. Je sais pas, ce que je peux dire, Marie-Hélène, une question. Quel est le seul projet Quel est le seul projet par rapport à ces logements sociaux qui a été présenté un jour à l'aglo?
celui-là? Je ne sais pas, je pose la question. De ce dossier, enfin, de Pour ce dossier, oui, non. aucun, jamais. Non. Nicolas te confirme. Je sais pas, Tu n'as jamais été présenté, Nicolas, à l'aglo. Pardon? Tu n'as jamais présenté ce projet à l'aglo. Alors, les services, alors moi je pense que les services... Non mais ça, je te pose la question. alors, Tu n'as jamais présenté ce dossier Si par rapport à l'aglo. l'opération d'aménagement programmé, par rapport à l'AOP, à l'OAP. Donc c'est le seul Ça a été proposé, ça a été présenté. Mais, Donc, alors, pour reprendre et pour être tout à fait précise, ce que l'on a demandé à l'aglo, c'était par rapport aux accès, aux voies de circulation internes qui rejoignent, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, je dois appeler pour ceux qui sont à l'urbanisme, vous avez une voie qui rejoint après, sur le côté, le chemin piétonnier. Voilà. Ce qu'on a demandé à l'aglo, c'est sur l'aménagement tel qu'il était proposé, si ça rentrait, parce que, et ça aurait été bon pour les deux opérateurs, c'est-à-dire qu'au moment de l'instruction proprement dite, du permis d'aménager et ou du permis de construire, les voies, d'un point de vue, d'instruction, que ça simplifie les choses et que surtout, ça soit, j'allais dire, légal, réglementaire, etc. Je ne sais pas comment vous trouvez le terme. Voilà. C'est le seul projet qui a été présent. Oui. Voilà. C'est tout. Ce qui n'a pas, ce qui Donc, Radio Aglo, finalement. C'est pas Radio Aglo là, hein? Non, C'est pas Radio Aglo. ce qui n'a pas été, alors je ne sais pas comment est-ce que je En souriant. Comment? ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'a pas été le cas, avec la DDT. La DDT, quand on a reçu, on a présenté les deux projets. C'est vrai. Après, oui. On a présenté les deux projets. Ok. On a présenté les deux projets. Et on a laissé la DDT de nous donner son avis. Donc elle a eu les deux projets, elle nous a donné son avis, et son avis, sans que nous, eux, ce sont des spécialistes, et eux nous ont dit, nous, ce que l'on privilégie, c'est Amicitia. Voilà, c'est tout. Donc on fait ça aussi, le choix d'Amicitia, il est fait aussi par rapport, ce que je veux dire, à l'instruction qui va être faite, parce qu'il y en a pour un moment, par rapport à la DDT, parce que si on ne met pas dans la DDT, dans la DDT, c'est pas l'ANO qui prend des décisions, c'est la DDT qui Non, mais ce qu'on trouve très curieux en plus, c'est que ça montre bien aussi le dysfonctionnement de l'État, avec ses services décentralisés, si je puis dire, quand on sait que le ministre venait de s'exprimer dans la presse pour préconiser le BRS, c'est-à-dire la possibilité, en baissant le prix de la construction, aux locataires d'accéder à la propriété. Donc on est quand même dans un mode de fonctionnement assez délirant, c'est aussi, hein. Mais bon, dont Et moi, je me suis déjà exprimé à la fois en conseil municipal, je ne sais pas, mais en commission d'urbanisme, j'ai toujours dit, et je le redis et je le maintiens, le BRS, effectivement, sur le fond, c'est un beau projet, c'est une bonne façon de voir les choses. Et dans le cadre du PLUI, on va avoir, j'espère, suffisamment j'allais dire d'hectares, je ne sais pas combien il va nous en rester, mais on va suffisamment avoir de terres justement en zone constructible pour que, éventuellement, le BRS puisse s'appliquer sur des zones qui vont être ouvertes à la construction. Parce qu'effectivement, oui, je trouve que c'est une bonne... de maintenir le foncier habitable interne social par rapport aux besoins de la population et par rapport aux besoins de la commune d'avoir des logements sociaux, effectivement, je trouve que c'est une bonne mesure. Bon. Et c'est dommage que... Après, c'est vrai que les services de l'État donnent un certain nombre de contraintes liées aux dispositifs qui sont pris. Et donc là, vous expliquez que la DDT, elle est allée à cette logique, d'accord. Simplement, on doit remarquer que de temps en temps, l'État, les services de l'État, ils vont beaucoup trop vite. Ils sont obligés de faire machine arrière. Le dernier exemple, c'est sur les algues. Là, l'AMF vient de dire, peut-être que tu l'as vu, vient de dire officiellement que le calendrier qui est proposé pour la mise en place des algues est intenable.
Et on l'avait anticipé. Non, mais Voilà. On l'avait Non, mais d'accord. c'est un exemple où on a l'État qui dit Le ZAN est quand même de la Convention citoyenne. Donc les 150... On va arrêter là dessus. Juste, tu parlais du BRS. Le BRS et du PLS. Et dans nos objectifs, c'est 15 PLS maxi. Parce que comme c'est le haut du pavé, il t'impose de ça, de faire un certain nombre, un minimum, il faut faire un minimum de logements qui sont des PLAI, c'est-à-dire des logements avec des plafonds de ressources qui sont les plus bas, et un maximum pour ceux qui sont là. Donc voilà, donc le c'est incohérent. Bon, okay. Également, pour terminer, nous avons signé le contrat de mixité sociale. Donc il impose, entre guillemets, pour respecter cette mixité sociale, d'avoir un panel de ce que vient de dire le maire, hein, donc entre les PLAI, les PLS, etc. Voilà, c'est aussi dans ce cadre-là qu'il faut agir. Voilà, bon, on arrête sur ce sujet-là. Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, cette délibération est adoptée. Donc maintenant, on va passer au point 6, demande de subvention pour les fauteuils et sols de la salle du cinéma de la Halle. C'est Jean-Claude, oui. C'est moi. Alors, bon, donc il s'agit effectivement de changer les fauteuils du balcon de la Halle. Ils sont au nombre de 90 unités. Le montant total donc, pour cette opération est de 44 323 € hors taxe. Donc il va autoriser M. le maire à déposer, je cite, demande de subvention auprès des fournisseurs, c'est-à-dire le Centre national du cinéma de l'image pour un montant de 10%, le fonds de concours communauté d'aglo pour 45%, et bien sûr le cofinancement responsable de 45%. Voilà, alors pour le détail, donc les fauteuils, le coût du fauteuil de la livraison est de 27 000 €. Ensuite, il y a les lits de marche également, l'éclairage des lits de marche, la pose, etc. Donc pour un montant de 4 230 €. Et ensuite, donc, il y a des tout ce qui est réagréage, application, etc., reprise du sol. Et bien entendu, tout ce qui est la logistique, c'est-à-dire le déplacement du poseur, etc. Donc pour un montant de 1 940 €. Donc 1940 plus 11 111 plus 7 042. On a fait 3 devis. Une question. Oui. Ça n'a rien à voir avec les fauteuils, mais avec la Halle, de manière générale. J'étais comme vous samedi soir à la Halle pour la soirée cinéma, et on a découvert que ça devait fermer pour des raisons de sécurité. Alors, pourquoi? Quels sont ces problèmes et combien de temps ça va durer? Le problème, tous les 3 ans, il y a la sous-commission ERP qui passe. Ils ont testé le système d'alarme qui ne fonctionne pas. Donc il faut, étant donné que ça, ils nous ont dit, on ne vous donne pas l'autorisation d'exploiter cet établissement de manière ERP. Voilà. Donc ils ont dit, les seules possibilités, c'est de remplacer le système de sécurité, le système incendie par 2 SIAP, 2 personnes qui sont agréées incendie et qui peuvent permettre d'évacuer les véhicules. Ce que l'on a fait pour la séance de samedi, parce que comme c'était au dernier moment, ils avaient déjà vendu, enfin je ne sais pas quel est leur mode de fonctionnement, et donc on a fait l'effort de permettre la séance de samedi, voilà, parce qu'il y avait 100 personnes, parce que voilà, et on a pris les mesures pour pouvoir le faire. Mais en dehors de ça, on ferme le cinéma dans l'attente de réparer le système. Je crois qu'il y en a pour 11 000 €. On a passé l'engagement 11 000 €. On attend. C'est un boîtier, on va rentrer dans qui est très spécifique, parce que normalement, et ça n'a pas été conçu comme ça dans la Halle, le système incendie
doit être indépendant de l'extraction des fumées. Et là, c'est un système incendie où c'est le système incendie qui provoque l'extraction des fumées. Et donc, c'est un boîtier très particulier qui doit permettre aux deux systèmes de fonctionner. Et donc, on attend. Et dès qu'on a les boîtiers, l'entreprise vient et on refait passer la commission, la sous-commission. On est en contact avec le SDIS. Vous avez aucune idée de combien de temps Non. ça va? Non, parce qu'ils ont dit que l'entreprise qui achète le boîtier, c'était 2 jours à 3 semaines. Voilà. C'est fabriqué en Ukraine, encore ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est peut-être ça vient peut-être de. Je ne sais pas. Oui. Il faudrait quand même rassurer les personnes pour leur dire que le Noël de solidarité sera fait, que tout ce qui est la communication qu'on sache. Oui, j'avais bien compris. Mais on va faire, écoutez-moi, pour l'instant, maintenez-le, d'accord, et on verra le plan B que l'on trouve par rapport à ça. Voilà. Il y a aussi le Noël depuis Ségur, hein, il y a aussi le Noël depuis Ségur le 15 décembre. On sait bien. On sait bien. C'est ça, voilà, donc il n'y a pas, oui, c'est bon, il y a plein de problématiques. C'est bien pour ça que je sais. Ah ouais, non, mais c'est important aussi. Oui, ils font ce qu'ils peuvent, de toute façon. Envoyer mon fauteuil à les travaux de changement, c'est prévu pour quand? Janvier, deuxième semaine de janvier, je crois. Il y en a pour 3 semaines. C'est mi-janvier, deuxième semaine. Ah, pour poser. Les fauteuils sont rouges. Magnifique. Non, c'est la couleur traditionnelle du cinéma. Donc on a pris. Alors la question reste posée. Les anciens fauteuils, Ça se revend. on ne va pas les jeter. Non, ils vont être mis là, il y a un site. Oui. On vend cher. Si vous voulez, on peut faire un point sur ce qui a été investi à la halle sur les années 2022 et 2023, compris donc les travaux des fauteuils dont je vous ai parlé là. Quand ce chantier sera terminé, donc on sera pour les années 2022 et 2023 à un montant total, je pense, pour là de 115 759 euros. Plus 11 000 euros de... Plus bien entendu maintenant les 11 000 euros qui vont se développer dessus. Donc ça comprend le chauffage de la halle, l'éclairage, ensuite les salles de projection de cinéma, le sol bien sûr au sol, au rez-de-chaussée, et l'escalier de sur l'estrade. Il nous manquera à faire les hublots. On peut mettre en LED. Et je pense qu'il manquera aussi l'accessibilité au cinéma. Je pense qu'il faudra y penser parce que c'est quand même une difficulté pour certaines personnes. Donc il faudra quand même qu'on réfléchisse à ça. Par rapport à l'accès à la PMR. Je pense que, oui, si me permet. Moi, j'ai pu assister à une séance de cinéma, ma femme se déplace en fauteuil. Je vous entends pas. Tout le monde le sait. Il y a des sièges, Ma femme se déplace en fauteuil roulant, comme tout le monde le sait. J'ai pu assister à une séance de cinéma. Il est quasiment impossible de prévoir un ascenseur comme ça pour accéder à la salle. Par contre, si vous voulez, si une personne handicapée veut voir un film, elle peut s'installer en bas. En bas, il y a des sièges. Avec un peu de recul, elle peut C'est ce que nous faisons avec les ciné. Non, mais il y a des fauteuils comme ça. donc c'est Sur un fauteuil, on nous les installons au rez-de-chaussée. Je suis d'accord. Sauf que selon le handicap, c'est compliqué pour les gens de garder, parce qu'obligatoirement si on est en bas, on doit extrêmement lever la tête. Et je voudrais pour les filles, comme vous avez des handicaps, certains handicaps, garder la tête pour vraiment lever. Moi je pensais qu'il avait une possibilité de mettre une rampe, monter. Ça existe. Donc, il faudrait y penser. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le cinéma? Nous remarquons, mais si vous étiez amené
à avoir la halle fermée jusqu'à la fin de l'année. Par rapport au Noël solidaire, vous allez envisager donc notre toutes les manifestations, je dirais. Pour toutes les organisations. Pour tout le monde. On n'envisagerait pas une salle qui serait payante. Mais on a dit en effet Tu vois pas de quoi je parle. Non, je ne vois pas. Pour l'instant, pas de panique. On verra. C'est moi. On verra. Mais ça va le faire. Ouais. Donc, après ces échanges fructueux, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc nous passons à la délibération suivante, qui est désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux. Serge, c'est toi qui... Oui, donc vous avez lu le contenu de la délibération. La loi du 21 février 2022 et des décrets d'application correspondants prévoit que chaque élu local doit désormais être en mesure de pouvoir consulter un référent déontologue. Donc, je vous ai proposé un référent déontologue. En fait, c'est l'association des maires de France qui nous a proposé, qui nous a orienté dans le choix, qui se sont organisés. Il y a eu toute une liste de personnes sollicitées pour remplir cette fonction. Mais il y a toute une liste qui a été proposée. Et donc, on s'est orienté vers M. Claude Fils, qui est administrateur territorial et en retraite, ancien magistrat auprès de la Chambre régionale des comptes de Toulouse. Il a donné son accord, on l'a sollicité, il a donné son accord pour être notre référent déontologue pour les élus de notre conseil municipal. Donc voilà. La saisine du déontologue se fait par écrit, chaque élu peut le saisir. S'il a des questions particulières à lui poser, l'adresse est l'adresse de la mairie. Et sur le courrier, on mentionne bien la notion de confidentiel. C'est la mairie qui prend en charge le coût de l'intervention de ce déontologue, le montant de l'intervention de 85 € par dossier. 80 € par dossier. C'est par vacation, quoi. Oui. Il est payé par vacation. Oui, c'est à la demande. Voilà. Dossier. Voilà. Donc, j'ai dit le nom de ce monsieur, c'est M. Beaufils. Le montant de la vacation, les 80 €, c'est fixé par le décret justement. Oui, non, mais parce que je n'ai pas le dossier sous les yeux. Oui. Merci. Non, vas-y. Non, mais je croyais que tu l'avais. Non, j'ai juste le... Est-ce qu'il y a des questions? Une remarque, il est déjà déontologue sur 8 départements. Oui. Et ils sont surchargés. Et il nous avait effectivement mis en garde par rapport à ses disponibilités. Mais bon, il a accepté la mission. Oui, il a accepté, voilà. C'est quelqu'un de très professionnel, mais 8 départements, ça peut faire beaucoup. Surtout qu'il a le CDG 31. Il est référent déontologue du conseil départemental de l'Ariège. Oui. Donc voilà, ça veut dire qu'il a du travail. Il travaille la nuit. Il peut faire des rapports, il peut faire des rapports. Il est à la retraite. Et non, vous avez vu, il est à la retraite, mais... C'est bien ça. Bon, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc merci. La désignation du ça est votée. Maintenant on parle, c'est Manuel Malbec qui va nous parler de la convention entre le département du Tarn, le collège Gambetta de Rabastens et la commune pour l'utilisation des équipements sportifs communaux. Tout à fait. Bonjour à tous. J'ai proposé d'autoriser M. le maire à signer la convention d'utilisation des installations sportives de la commune de Rabastens par le collège Gambetta. Cette convention département, collège et commune pour l'utilisation sur le dojo, gymnase Béthel, stade du Moulin-à-Vent, stade de la Morole et lac des Osrages. Il faut savoir aussi que cette convention permet à la commune une majoration de l'aide départementale pour les projets d'investissement à venir pour un montant de 37 940 €.
Oui. Juste une question, est-ce qu'il y a déjà un projet fléché, comme c'est une régularisation sur 2-3 ans, par rapport à ces 37 940 €, on a déjà une petite idée fléché en projet? C'est-à-dire, oui, notamment pour la salle Béteil, on est en train de voir qu'est-ce qu'on pourrait obtenir comme subvention en 2024 pour pouvoir lancer la rénovation de la salle Béteil. Voilà. Et donc, si d'aventure on lance la rénovation de la salle Béteil, comme ils utilisent la salle Béteil, la subvention que donnera le département, bien sûr sous réserve de la possibilité d'avoir des subventions, sera majorée de cette somme-là de 37 000 €. Donc, si on n'est pas, c'est 80%. Si on a 80%. C'est compris dans les 80%, c'est pas trop, ou comme c'est pas forcément une subvention. Mais je pense qu'on n'aura pas 80%. Non, on n'aura pas 80%. Je dirais l'État, etc., il commence à tirer il tire la langue sur les subventions qu'on demande. On en a demandé pour Notre-Dame-du-Bourg, on en demande pour la piscine, on en demande pour, etc. À un moment donné, voilà, il va falloir qu'ils fassent des choix, et donc nous, on verra comment on fait en fonction des subventions que l'on va obtenir ou pas. Sachant que à partir du 1er janvier 2024, c'est en cours, on devrait avoir le stade de la dressière qui va venir dans notre escarcelle. Et donc il y aura une nouvelle convention avec le département, où aujourd'hui le département, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il utilise la salle, dans le week-end, de 8h30 du matin à 19h le soir. C'est-à-dire que l'école L'Aspéras, aujourd'hui, n'a pas un seul créneau sur la dressière. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir donner de la capacité à l'école L'Aspéras de pouvoir accéder à la salle. Donc ça, c'est des négociations que l'on aura quand on va avoir la salle avec... donc ça sera une convention du même type, et on discutera avec eux pour trouver une solution où il puisse y avoir effectivement un partage, parce que si on leur donne toutes les salles et si la somme est toujours de 37 000 €, il en va de même aussi pour la partie garderie, ou tout ça. Ils n'ont pas du tout accès à ce que ça. Il faut vraiment maintenant une possibilité d'accès rapide, parce qu'ils sont quand même assez excentrés. La salle de thé, c'est important. Oui. Manifestement, ça ne continue pas, parce que vous dites avant, elle n'utilisait pas la salle tout le temps. Oui. La directrice, la responsable du sport au collège, Sarah, la directrice de l'Aspéras, et lui disait les moments où il n'y était pas, que l'Aspéras Mais les miettes, on est d'accord, les miettes pour l'Aspéras, on est d'accord. Mais le problème, c'est que ça n'a jamais existé, ce que tu dis, Paul. Ça n'a jamais Je sais pas, existé. Non, ça n'a jamais existé, cette salle n'a jamais été accessible parce que les professeurs de collège ont besoin d'une salle en cas de repli, ils l'occupent systématiquement compte tenu des effectifs, donc ça n'a jamais été accessible à l'école. Tu demanderas à Jean-Claude Lodgy. Voilà. Utiliser la salle. Il est resté 1 an à l'école. Aujourd'hui, les effectifs du collège d'Angleterre font que les rotations sont tellement importantes que les créneaux qui sont disponibles, compte tenu du fait que l'école L'Aspéras ne travaille pas le jeudi après-midi, font que c'est quasiment impossible. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Et donc vous décrivez une situation à compléter, mais qui n'a quasiment jamais existé. La question, c'est la salle de l'Aspéras, justement, elle est tombée à l'escarcelle à la mairie ou pas? Non, elle n'est pas, la salle, elle n'est pas, puisque le bâtiment, il est dans l'escarcelle de l'agglo. En revanche, c'est nous qui, en fonction des créneaux que nous donne l'Aspéras, c'est nous qui, les services festivités, qui répartissons la disponibilité de cette salle. Les associations qui veulent
souvent aussi. Mais elle est toujours à l'aglo. Ah oui, elle est toujours à l'aglo. Non, mais ça peut pas, juridiquement, ça peut pas, on peut pas scinder au sein de l'école. D'accord. Alors on était à quel Donc comme il n'y a pas d'autres questions, moi je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc nous avons fini de délibérer et nous avons passé l'ensemble des délibérations. Donc avant de passer au point intercommunalité que va nous faire Manuel Malbec, je vais demander à Anaïs, décision du maire. Oui, bonsoir à tous. Nous avons donc une décision relative à la mise à disposition gratuite d'un véhicule avec les sociétés Locagen et la SARL Trafic Communication. Pardon. Oui. Donc la décision concerne la mise à disposition gratuite d'un véhicule avec les sociétés Locagen et la SARL Trafic Communication. Donc la mise à disposition gratuite se fait par le biais de la société Locagen et le financement donc se fera par la commercialisation d'emplacements publicitaires et ça c'est géré par la société SARL Trafic Communication. Et le véhicule en question, il s'agit d'un Renault Kangoo Pick-up avec Ridel, donc un véhicule diesel pour le service carte de vie. Et c'est pour une mise à disposition de 3 ans. Et le véhicule, il y a un délai de 6 mois pour la livraison, ce sera pour printemps, enfin avril 2024. Ce véhicule est utilisable par des associations par exemple? Non. Non, c'est pour le service. C'est pour le service de la mairie. Ah d'accord, ce sera uniquement Oui, c'est uniquement pour le service de la mairie. D'accord. C'est un pick-up pour ramasser les poubelles, les machins, enfin bon bref, c'est... Il y a une opération, donc une partie commerciale, enfin, de financement là? Oui, Non, oui. Enfin, si, pour la publicité. Donc il y aura de la publicité? Oui. Oui. D'accord. On aura un regard sur la publicité. La publicité locale. C'est de la publicité locale. Et qui entretient le véhicule? Non, c'est nous. La société. C'est la commune. Non, c'est la commune. Donc ça c'est une décision du maire, donc il n'y a pas de délibération. Donc nous allons passer au point sur l'intercommunalité. Donc Manuel. Ah oui, il y avait un autre point, décision du maire. La numéro 2, une délibération modificative 2023. C'est celle-là. C'est celle-là? C'est celle-là, oui. Alors que ça n'engage pas l'argent. Non, puisque c'est pas une délibération modificative. Non, c'est pas vous parler de... C'est marqué comme ça? Dans les C'est questions marqué diverses. question d'hiver, décision du maire numéro 2, tiré 2023 DL et avec une convention pour la mise à disposition. C'était deux points différents, non? C'est pas où il y a eu une DL, peut-être ils ont envisagé toutes les... Non, c'est Non, décision du maire. C'est la convention, la décision du maire, c'est la Oui, convention. c'est ça. Numéro 2. Mais c'est pas une délibération modificative. Non? C'est une erreur de... Le DM, c'est sans trop. C'est pas une DM. C'est pas une DM. DM sans trop. Ou alors ça veut dire décision du maire. Oui. Ouais, c'est la décision du maire. DM, décision du maire. Ouais, bon. Là, c'est fort. Ouais. Ça peut le faire aussi. On va poser la question au service administratif, mais oui, c'est la convention. Donc Manuel. Donc je voulais profiter de ce point intercommunalité pour vous présenter les futurs travaux qu'il va y avoir sur l'école Asteras. Donc c'est un projet de rénovation énergétique et de déploiement d'énergie renouvelable sur plusieurs années, de 2023 sur 2025. Alors, ces travaux consistent en la rénovation énergétique des bâtiments, la mise en place de la géothermie en remplacement de la chaudière actuelle, et le déploiement de panneaux photovoltaïques. Donc là, actuellement, on est en cours d'étude de faisabilité qui est en train d'être terminée. Le coût estimatif de la rénovation énergétique des bâtiments, il est en 2,9 millions € hors taxe.
La tranche test se déroulera sur cette fin d'année, 2023 et 2024. Ça va commencer par le premier bloc qui se situe quand vous êtes sur le parking de l'école. Vous avez en face de vous la salle Didier Cressel. C'est le bloc de gauche. Voilà. C'est toute cette partie-là qui va faire l'objet de cette première tranche de travaux. Donc c'est isolation des toitures, on fait l'isolation des toitures, on refait la toiture. L'isolation des façades par l'extérieur, mise en place de brise de soleil orientable, VMC de flou et des brasseurs d'air. Vous savez que s'il y a quand même des chaleurs. Et il y a aussi, alors ça c'est moins avancé, c'est en cours de discussion de recherche au niveau du patrimoine bâti, une proposition de désimperméabilisation de la cour. D'accord. On en avait parlé. On en avait parlé la dernière fois. C'est une excellente chose de l'intégrer. Voilà, donc ils vont commencer par ce premier bâtiment, ça va faire une sorte de bâtiment test. En fonction des résultats, comment se passent les travaux, ils vont dupliquer tous les travaux sur tous les bâtiments. Et ça ne demande pas le déplacement des élèves? Alors non, parce que tout va être fait en site occupé. C'est la problématique justement, et justement on en discutait. C'était hier soir, on était en réunion avec le patrimoine bâti, où on a posé la question parce qu'actuellement on n'a pas de calendrier de planning exact à l'exécution. Et il nous disait que c'était toute la complexité de la chose, c'était que voilà, il attendait de recevoir les retours des entreprises et des offres pour caler réellement le planning. Donc on aura tous les plus gros travaux pendant les périodes de vacances scolaires et pour essayer d'avoir le moins d'incidence dessus. Actuellement, il y a des sondages qui sont faits. Je ne vais pas regarder, je ne suis pas passé à l'école aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a tout dans la machine. En tout cas, hier, il y avait une grosse machine pour tester, pour faire une étude de sol par rapport à la géothermie. Donc tout ce qui est géothermie sera mis côté sur les pelouses qu'il y a derrière l'école, côté là où la fraîche passe à Vendée. Horizontale ou verticale? Verticale. D'accord. Voilà. Et en même temps, il y a le projet d'extension de crèche qui va se dérouler de septembre 2024 à septembre 2025. Est-ce qu'il y a des questions ou pas concernant l'Aspéras? Et là, c'était quoi? Il y a la vingtaine d'années? Pas beaucoup. Vingtaine d'années, Après, il y a des gros problèmes d'isolation, des gros problèmes au niveau de la chaudière. Là, actuellement... Après, je remarque, les problèmes d'isolation, les problèmes de chauffage, je peux entendre, les problèmes de chauffage avec les... Non, pas 20 ans après les problèmes. 5 ans après. Alors, 5 ans. Il y a eu un contentieux, hein. Il y a eu un contentieux, oui, il y a eu déjà moins de 5 ans après. C'est moins de 5 ans parce que mais c'est nous avons fait 2,9 millions, c'est ça? Ouais. Tout en sachant qu'il y a déjà... Hors taxe. Hors taxe. Il y a déjà eu d'investis... j'ai plus si tu peux me dire... Ouais, 500 000 euros ou 500 000 euros. Ouais, 500, il y a déjà 500 000 euros qui ont été investis depuis. Je veux bien croire pour les problèmes de chauffage, parce qu'avec maintenant on sait comment ça se passe, hein. Mais après les termes d'isolation, ça évolue également, mais c'est juste effrayant. Et alors, il faut Je veux dire que parfois il n'y a pas d'isolation. Non, je veux dire, parce que 20 ans après, même pas 20 ans après... Mais c'est tellement différent qu'il y a quand même eu une procédure... Ouais. Non, mais il faut savoir que sur certains murs, il n'y a pas d'isolant. Tu as directement la maçonnerie. Tu n'as pas d'isolant. Et ça a été... À l'époque, ça a été fait comme ça. J'ai pas l'historique. On a gagné quand même le procès. On peut vous le faire très rapidement, l'historique. Quand ça a été décidé, ce projet, c'était sous le mandat de M. Codil Foresto, nous lui avons demandé à plusieurs reprises de prendre une assurance dommage ouvrage. Avant la réalisation, il a refusé de le faire. Il y a eu une construction, bon, nous on a eu des doutes, y compris par rapport aux aspects de topographie. Ah oui, il y a des il y a eu des tirages laser, on leur a dit vous allez avoir des problèmes. On nous a dit non, non. Les premiers mois, il y a eu une inondation, vous devez le savoir, énorme. Il y a un puisard qui existait, qui n'est pas légal.
Voilà, les eaux usées vont dans un puisard qui a été fait après. Je pense qu'il est toujours en vigueur. Et donc le fait qu'il n'y a pas eu d'assurance dommage ouvrage fait que lorsqu'il y a eu cette première constatation de dysfonctionnement, moi j'ai fait des réunions, on était 80. Les entreprises, leurs avocats, leurs assurances, les sous-traitants, et chacun disant c'est pas moi, c'est l'autre. Comme il n'y a pas d'assurance dommage ouvrage, eh ça a mis des années pour se faire. Et on a passé notre mandat à payer un expert judiciaire qui demandait 10 000 € pour faire un relevé, qui demandait 10 000 € pour faire autre chose, etc. Et ça s'est conclu sur le mandat suivant, et la commune a été reconnue dans ses droits, et elle a eu 300, de mémoire, 300 et quelques millions €. Voilà. 350. Et ça a été un fiasco. Que l'on a versé en 2000, en 2020. En totalité. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Paul? Pas en totalité. Jean-Paul, tu veux dire quelque chose? Alain a décrit la chose dans le détail, mais c'est vrai que la réalisation de cette école, elle a été lamentable. Avec 3 architectes, dont un de Rabastin, qui connaissaient bien les lieux, à faire l'école au bas d'une colline, en ne mettant simplement pas un moellon pour empêcher l'eau de rentrer. Ah oui, il y a même Rabastin, on connaît la situation. On nous a dit non. Certains blocs ont aussi du salpêtre sur les murs parce qu'il n'y a pas d'étanchéité. Et la terre vient 60 cm Et vous avez même des parties vitrées, M. Pellissier, des parties vitrées plein sud, qui ont été au départ directement en contact avec la lumière. Et on nous a aussi dit que c'était du verre spécial qui ne laissait pas passer la chaleur. La crèche au départ, les gamins étaient en culotte avec 36 degrés. Il a fallu mettre des... Puis bien fort avec la gauche, souvent pour se mettre c'est volet roulant, c'est ça. Il y a tout le tour à faire là, c'est pour protéger les cols des inondations. Et comme on retient bien les leçons, quand on a fait la salle polyvalente, on a réédité l'exploit. Avec la moquette qui se décollait parce qu'il y avait l'eau qui venait. À part le Carabassin, il n'y a pas de gens sensés. La conclusion de tout ça, c'est que le transfert de la compétence scolaire à l'aglo nous permet de nous dégager de problèmes qu'on aurait eus et des investissements colossaux que la commune aurait dû à un moment donné faire. Je tiens à le dire, donc ça pose question, les questions de scolarité, et je dis toujours que dans le cadre des allocations compensatrices, enfin des AC, on paye aujourd'hui ce que nous coûtait l'école en 2017. Moi je vois au niveau de l'anneau le coût, l'augmentation du coût des personnels entre 2017 et aujourd'hui, enfin voilà, donc je pense que l'on n'ait pas la compétence scolaire, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas présent à l'école, puisque systématiquement au conseil d'école, et on essaye de leur apporter quelque chose. Donc il y a un sujet, on est en train de discuter avec l'aglo sur la prise en compte des parkings par... Non mais alors vas-y. Non, mais par rapport à l'éclairage des parkings où on est en train de réfléchir, enfin d'essayer d'actionner rapidement pour remettre en lumière et d'avoir des lampadaires un peu plus fiables parce que là actuellement c'est catastrophique. On a de la chance de ne pas avoir eu encore un accident sur ce parking, surtout pendant ces périodes-là actuellement où il fait nuit de plus en plus tôt. Il fait plein de tard le matin. Il y a aussi, je voulais rajouter le plan arbre qu'on a discuté hier, Nicolas, avec le patrimoine bâti. On est en train de réfléchir avec l'association Tarn Arbres et Paysages, je crois, pour la plantation d'une quinzaine d'arbres sur l'Asperas. En plus, répartis sur tout le site. On va essayer au maximum d'en mettre dans les cours.
Après, on a convenu qu'il fallait rapidement, il y a vraiment des gros problèmes de chaleur dans cette école, vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, on a de plus en plus de jours de fermeture de l'école parce qu'il est trop chaud, on ne peut pas mettre les enfants. Donc on est en train de réfléchir aussi pour mettre, on avait commencé pareil avec Madame Bourdet quand on est arrivé à la mairie, de mettre des voiles d'ombrage pour la cour des maternelles. Vas-y. Moi, j'avais juste une remarque à faire, c'est que la problématique de la cour par rapport à la plantation d'arbres, qui vient comme l'oiseau de mauvais augure, c'est la présence de réseau. Sauf que moi, je n'ai pas eu de plan, donc je ne sais pas s'il y a de la géodétection qui a été faite pour mettre au clair ce point-là, parce que s'il y a des réseaux, les arbres, c'est transmis. Donc il faudrait élucider ça, et ça permettrait de prendre la bonne option. C'est-à-dire que, voilà. Je sais pas justement, tout à l'heure, on parlait du chantier de l'école à sa construction, une des malfaçons. C'est pas sur un bâtiment, mais c'est qu'il n'y a pas tous les plans de récolement. Donc on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui a été utilisé, notamment sur les réseaux d'électricité. Par contre, on a tout ce qui est réseau humide. Et ça, par rapport à la cour de maternelle, on sait où on peut planter, où on ne peut pas planter. L'élémentaire, non. L'élémentaire, on a planté de l'autre côté, dans l'autre cour, côté où il y a le bureau de Madame Bézon. Et la cour du milieu, non, là j'ai rien, on n'a rien. Non, mais après, dans la cour de maternelle, il est possible de planter quelques-uns. Avant, on a transmis, par contre, j'ai transmis à Madame Bézon. Je vous propose d'arrêter sur l'école Las-Terrasses. Y a-t-il des questions diverses? Sur le point d'intercommunalité, là on a eu un point, d'accord, oui. M. Malbec de son intervention. Je ne veux pas en parler ce soir, mais il serait utile à un moment donné, Nicolas, qu'on parle de l'aglo avec d'autres dossiers, notamment... Vas-y. Ah non, on ne va pas le faire ce soir. Non, mais on ne va pas le faire ce soir. Je le note, notamment. Notamment par rapport aux aspects de... Tout à l'heure on parlait de masse salariale, l'aspect de masse salariale sur l'aglo, et aux aspects de recrutement. Oui. Voilà, mais pas ce soir. Hein. Non, mais je note. Et alors, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te dise par rapport à ça? Juste qu'on puisse faire un point par rapport aux choix qui sont faits à l'aglo. Oui, il y a des choix qui sont faits, des stratégies qui sont faites. Absolument, des stratégies, et ces stratégies, ce qu'on peut dire objectivement, c'est qu'elles sont, du moins récemment, elles sont de moins en moins partagées. D'accord? Puisque je suis pas forcément... Tu as le droit de ne pas être d'accord. Sauf que lors du dernier conseil d'aglo, il y a quand même eu 24 abstentions pour des décisions et 2 votes contre. Alors, ça c'est sûr, juste on finit là-dessus, mais on ne va pas faire de discussion. C'est pour ça que je te dis, ça serait bien. On va faire là-dessus, c'est sur un sujet, qui concerne les plus grosses communes de l'aglo, c'est-à-dire Gaillac, Groguet, Lille, et ça ne concerne pas Rabastens, parce que quand on est arrivé en 2020, on a fait le ménage et on fait en sorte, je dirais, que la commune, que les flux financiers entre la commune et l'aglo sont des flux financiers qui correspondent à la réalité. Je donne un exemple, ça. Carole Beaujean, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Quand je suis arrivé en 2020, elle était payée à 100% par l'aglo. Moi, en 2021, on a mis fin à ça parce que Carole ne travaillait pas pour l'aglo. Donc, ce que je veux dire après, nous on a fait tout un ménage pendant 2-3 ans et on a une situation qui est claire. Les communes qui n'ont pas fait ça, après, si tu veux, à un moment donné, il y a des difficultés pour instaurer des flux financiers. Entre ça, aujourd'hui, tout flux financier... Je ne conteste pas ça, hein. Ça a été fait par rapport à Rabastens, et on en prend ce que j'évoquais, c'est de manière plus large par rapport à l'aglo.
les choix qui sont faits à l'agglo concernent l'ensemble du territoire, pas seulement Rabastens. Et on voit bien que pour certains choix, il y a de plus en plus, Nicolas, tu es bien placé pour le savoir, il y a de plus en plus de tirages. Et nous étions un certain nombre à être présents au dernier conseil d'agglo, et il y a quand même 26 personnes, et il y a eu des interventions qui ont indiqué qu'elles n'étaient pas tout à fait d'accord pour les derniers recrutements, où on avait parlé initialement de recruter des ingénieurs, où on avait indiqué que certains auraient des missions régaliennes, et ça a été corrigé par des personnes qui ont dit, voilà, bon, donc j'aimerais bien qu'à un moment donné, pas ce soir, hein, mais qu'on puisse en parler. On pourra en parler. Ça concerne... Ça a été des abstentions, ça n'a pas été des votes contre, ce qui veut dire beaucoup de choses. Parce qu'une abstention, ça n'altère pas la délibération. Ça diminue le nombre de personnes qui votent et c'est tout. Et ce n'est pas des votes contre. Il y a 2 votes contre, oui, bon, et les autres... Voilà. J'ai eu l'occasion d'en parler, moi j'en ai parlé avec certains élus, avec le président, on voit bien qu'il y a du tirage, on ne va pas se cacher derrière un arbre. Bon, c'est évident, le président a même rappelé qu'il avait demandé à ce qu'on n'embauche pas un ingénieur, ce qui était prévu au départ, mais un technicien. Voilà. On en parlera plus tard. Ça se saurait. Ça se saurait. Non, c'est pas la question. On est d'accord. Non, mais c'est pas assez... Tu dis qu'il y a des choix stratégiques, et c'est vrai, c'est bien normal. Moi je dis simplement, on constate qu'ils sont de moins en moins partagés, du moins sous cet angle-là. Je ne dirais pas ça. Je dirais que sur certaines décisions, c'est pas partagé, mais globalement, les choses sont partagées. On n'a pas de problématique, je dirais, de délibération au sein de la communauté d'agglomération. De toute façon, au sein de la communauté d'agglomération, il n'y a pas de position. Voilà. Bon, je pense... Moi j'ai juste une petite question subsidiaire sur le tri sélectif et le tri notamment des déchets alimentaires. Les décisions ont été prises, peu importe, on nous présente des jolis petits sacs, on sait où on va les composer, mais il n'est pas ma question. C'est qui a eu l'idée de vous expliquer qu'il fallait aller chercher ces sacs une fois par semaine de 14 à 16 heures à la déchetterie. Je pense que c'est quelqu'un qui va coûter ses vies. Dans le fond, ce qu'on va gagner au niveau écologique, ce qu'on va gagner, on va le faire dépenser quand même aux citoyens pour prendre leur bagnole et faire 14 km quand ils travaillent. Je trouve ça extraordinaire. On a fait un sujet, on en a même parlé aujourd'hui. On était en CST. Ça serait tellement plus simple de faire comme les sacs jaunes. D'accord, là-dessus, on est d'accord. On est d'accord. Non, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Une remarque complémentaire. Cet état de fait, on est tous d'accord, il est anormal, il va être corrigé. Qui a pris la décision? L'aglo? Qui c'est l'aglo? Non, là ça n'a pas été. Alors j'ai posé la question au président, en lui disant, est-ce qu'il est normal qu'on fasse ce trajet? Il m'a répondu, écoute, j'ai lu des trucs, je vais y mettre le nez parce que je ne sais pas comment ça se passe. Voilà sa réponse. Donc c'est quand même un peu inquiétant. Hein. Je ne parle pas par rapport à vous, hein. Mais il y a des décisions, on a l'impression qu'on les prend. C'est une machine de 900 agents, donc à des moments, il y a des décisions qui ne sont peut-être pas les plus pertinentes. Mais elles ne sont pas passées par les élus. Ces décisions-là ne sont pas passées par les élus. C'est ça, c'est pas passé par des élus. Moi je propose qu'on finisse par la question de Paul Bouillon. C'est une question, je me demande s'il n'y a pas de question de transport des investissements. Je souhaiterais une fois de je souhaiterais connaître le prix des travaux qui ont été faits au parking des services techniques aux pompiers. Aux pompiers, les services techniques de Saint-Michel. Je ne sais pas si vous le savez, j'espère que vous le savez. Mais si, bien sûr, ça faisait partie, c'était une nécessité. Enfin, ce que je veux dire, c'était... Non, moi je pense que c'était quand même une nécessité. Je suis allé chaque fois que je vais là-bas au service technique, on a l'impression d'arriver à Beyrouth.
Il fallait rajouter un bac de décantation puisqu'il avait les véhicules en plein milieu de la cour. Sans bac de décantation. Rassurez-vous, quand je rentre chez moi, j'ai l'impression aussi de traverser. Pardon, j'ai pas entendu. Je passe. Vous avez fait une erreur de lavage, je conçois, puisque vous servez plus de sel des pompiers, vous pouvez pas vous en servir. Mais recoudre les tours en enrobé comme vous avez fait, je veux savoir combien ça coûte. Vous auriez juste fait une couche, vous en sortiez avec un tiers du prix que vous y avez mis. C'est de l'enrobé ou du bicouche? C'est de l'enrobé que vous avez fait. D'accord. Sur la tranchée ou sur la tranchée? Non, dans la cour. Non, on donnera tout cassé, surtout refait, borduré, noir, on laisse de lavage nécessaire. Le reste, il va faire avec beaucoup moins, ça qui fait. Mais on est en question. C'est une remarque et une question par rapport au marquage des parkings devant le collège. Cet été, donc, le marquage a été fait pour la partie bus et pour la partie véhicule. Il a été réalisé par une entreprise dans un premier temps. Et quelques jours après, ce sont des agents communaux qui ont effacé en partie le marquage qui avait été fait, l'ont effacé au noir et l'ont repositionné. Et ils m'ont dit, mais on nous a demandé de le faire parce que c'était mal, c'était pas au bon endroit. Bon. Donc je ne sais pas si c'est une erreur de l'entreprise sur le marquage. Oui, je pense parce que la distance, si tu veux, ne permet pas, quand tu te gares, tu ne pouvais pas ouvrir. Non, mais il n'y a pas quelqu'un au niveau des services techniques qui l'a regardé? Un responsable, par exemple? Il n'a pas le temps. Bon, d'accord. C'est Dominique qui me répond, hein? C'est ça? Non. T'as raison. Pardon. Deuxième remarque, c'est que le marquage qui a été fait face au collège, là, les stationnements perpendiculaires, ils sont perpendiculaires à la route, ce qui est un peu plus problématique pour se garer. Et la largeur réglementaire, c'est 2,30 m. Ils n'y sont pas. Dans la largeur réglementaire, on regardera. Si c'est perpendiculaire, c'est 2,30 m. Si c'est un épi, ça peut être 2,20 m. Et vous avez une personne... Si à Rabastens, il n'y a que ce type de problème, je pense qu'on aura rempli le contrat, non, mais c'est pas ça, etc. Voilà. Non, ça veut dire concrètement qu'il n'y a pas un responsable au niveau des services techniques qui regarde les chantiers. C'est tout ce que ça veut dire. Pardon? Et c'est pas le seul cas. Et c'est pas le seul cas. Mais on est voilà, c'est tout. Pardon? On fait avec. On fait avec parfois. On essaie de traiter le sujet. Mais on essaie de traiter le sujet. Ouais, traitez-le. Oui, mais attends. C'est comme on y passe des heures et des heures. Vous lui expliquez ce qu'il faut faire. Écoutez, moi j'ai une solution. Il est 9h, il est 8h40. C'est pas mal ça. Et je propose de lever la séance. Merci à tous. Il faut voter, il faut signer.